c'est intéressant cette session parce qu'on l'a fait un peu dans un ordre antichronologique, parce qu'habituellement, donc, la grossesse commence dans la trompe, l'implantation dans l'utérus, et puis c'est enfin, une fois que l'implantation s'est correctement faite, qu'on va pouvoir parler de datation, parce qu'effectivement, comme tu l'as rappelé Georges, on va pouvoir parler de datation uniquement lorsqu'on a un embryon visible. Donc, il va falloir dissocier en début de grossesse plusieurs informations. C'est-à-dire qu'il faut se poser, première question, quelle est la localisation? La deuxième question, peut-on parler de viabilité? Et enfin, la troisième question, la datation. Donc, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, eh bien, il faut savoir à quelle réponse, à quelle question on veut répondre. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, en général, et de plus en plus tôt maintenant, la patiente, soit un retard de règles, soit de plus en plus programmer sa grossesse et attentive à savoir si elle est enceinte ou pas. Et donc, on a même des tests de bêta-HCG urinaire ultra précoces, dont la positivité peut être des 4 jours avant les prochaines règles. En gros, 10-11 jours après l'ovulation. Donc, évidemment, dans cette situation un peu angoissante où il y a une grossesse et on ne sait pas quoi faire, je parle côté patiente, qu'est-ce que je vais faire? Je vais consulter mon médecin, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à ce stade-là? Et donc, on va être dans une situation un peu de compte à rebours. Et comme vous l'a dit Georges, tout l'enjeu, c'est de rassurer la patiente en absence de facteurs de risque de grossesse extra-utérine et de symptômes, et lui dire on attend au moins 6 semaines d'aménorrhée avant de faire une échographie, parce que avant, c'est là qu'on se retrouve dans une situation où on peut avoir des difficultés d'interprétation. L'avantage, c'est que maintenant, on a une littérature haute comme ça, et en particulier, les 10 dernières années ont été très prolifiques pour nous donner un petit peu une standardisation de la prise en charge de ces grossesses très précoces. Donc de quoi on va parler? Il va falloir dire, c'est le plus facile, s'il y a une grossesse intra-utérine certaine. On parle de grossesse intra-utérine certaine, c'est à droite, lorsqu'on a un sac intra-utérin avec une vésicule vitelline ou un embryon. On peut parler de grossesse extra-utérine certaine lorsqu'il y a un sac extra-utérin avec vésicule ou embryon. Et entre les deux, eh bien, on doit bien dire qu'on est dans le cadre d'une grossesse de localisation indéterminée. Alors, parfois avec un peu plus de probabilité qu'il s'agisse d'une grossesse intra-utérine lorsqu'on a une image anéchogène intra-utérine, et parfois avec un peu plus de probabilité que ce soit une grossesse extra-utérine si on a une masse annexielle hétérogène ou un sac extra-utérin sans vésicule vitelline. Et puis lorsqu'on n'a rien du tout, eh bien, on est un peu dans cette situation de grossesse de localisation indéterminée entre guillemets pure, on n'a ni élément en faveur de grossesse extra-utérine ou de grossesse intra-utérine. Donc c'est important d'avoir cette terminologie pour savoir dans quelle situation on se situe. Alors avant d'avoir la vésicule vitelline, on a tous en tête, ce dont on nous a parlé, cette idée de pseudo-sac intra-utérin dans le cadre d'une grossesse extra-utérine. Comment utiliser cette information? Alors, des études récentes nous montraient que finalement, dans cette histoire de pseudo-sac intra-utérin, est présent dans uniquement 5 à 10% des grossesses extra-utérines. Donc on sait de base que chez une patiente dont le risque de grossesse extra-utérine va être relativement faible, 2% si on parle de la prévalence, et si on pense qu'il y a une collection intra-utérine qui pourrait être un pseudo-sac, vous voyez que lorsque vous combinez la prévalence et ce taux-là, on arrive sur une probabilité de grossesse extra-utérine lorsqu'on a un sac intra-utérin qui est extrêmement faible. Et d'ailleurs, ça a été validé très récemment. C'est une étude rétrospective chez des patientes avec une grossesse de localisation indéterminée qui venaient aux urgences donc pour des douleurs ou des métrorragies. L'idée, c'était de voir quel était le risque relatif d'avoir une grossesse extra-utérine quand on a une image intra-utérine aspécifique sans vésicule vitelline. En fin de compte, ça diminue le risque de grossesse extra-utérine. Et là, vous voyez, pas de rien, de 0,09. Donc, on va devoir se baser sur d'autres éléments.
Donc voilà des images assez typiques de pseudo-sacs gestationnels, c'est-à-dire que vous voyez un sac dans la ligne cavitaire, donc vous ne voyez pas excentré comme vous l'a montré Georges, avec des angles un peu aigus et parfois des contenus un petit peu hétérogènes. Mais ce que l'on va considérer comme image intra-utérine aspécifique, ça va être ces petites images arrondies qu'on peut rencontrer de temps en temps en début de grossesse, et on va voir comment on peut gérer cette situation. Alors évidemment, on peut s'aider de signes échographiques un petit peu plus fins, comme le caractère excentré du sac ou la présence d'une double couronne, mais il faut bien comprendre que, comme on voit de plus en plus les patients précocement et que les appareils d'échographie sont de plus en plus performants, eh ben, on arrive assez souvent à ce stade très précoce où on voit un sac sans ces caractéristiques-là. Et lorsqu'on regarde un petit peu, c'était dans une étude pareille sur des grossesses de localisation indéterminée, et ben en fait, pour les patientes qui avaient finalement une grossesse intra-utérine, ces signes-là n'étaient présents que dans 50 ou à 30% des cas. Donc finalement, on ne peut pas non plus, alors évidemment c'est rassurant d'avoir ces signes-là, mais on ne peut pas forcément se baser sur des éléments aussi peu fréquents pour gérer les grossesses de localisation déterminée. Alors, tout ça pour vous dire qu'une image intra-utérine est avant tout une grossesse intra-utérine, jusqu'à preuve du contraire, surtout si la patiente est asymptomatique. Et lorsqu'on regarde un petit peu, on s'aperçoit que même sur Facebook, vous avez des groupes de patientes pour lesquelles on a considéré que cette image n'était pas une grossesse intra-utérine et qui ont été traitées par méthotrexate. Et on voit tous, pour les personnes qui travaillent au diagnostic anténatal, de temps en temps des patientes arriver avec une exposition méthotrexate au premier trimestre. Et c'est pas rare, là vous avez 1400 membres dans ce groupe-là. Donc, comment on gère une grossesse de localisation indéterminée, que ce soit grossesse de localisation avec GU probable ou GIU probable, ça se base sur la clinique, les antécédents, les facteurs de risque de grossesse extra-utérine, la présence de douleur ou de métrorragie et surtout la cinétique des HCG à 48 heures. Évidemment, on a fait une échographie initiale, mais on verra qu'elle n'est pas forcément nécessaire dans le suivi de ces patientes. Ce qu'il faut oublier, c'est utiliser les HCG comme critère de viabilité. La viabilité, elle doit s'évaluer sur l'échographie. Les HCG, ils vont être surtout utiles pour savoir si on a un risque de grossesse extra-utérine. La datation, comme vous l'a montré Georges, sur le taux de bêta-HCG est mauvaise. L'absence de doublement tous les 48 heures des HCG pour dire que c'est une grossesse qui sera non évolutive, c'est un mauvais raisonnement. Et lorsqu'on a des HCG supérieurs à 2000 et de dire que lorsqu'on ne voit pas de sac dans l'utérus, ce n'est pas compatible avec une grossesse intra-utérine, ce n'est pas non plus un bon seuil. On sait que ça peut être plus élevé. Seuil maximal tolérable, c'est 3500. Alors, dans ce contexte où la question, c'est de se dire quelle est la localisation de la grossesse, eh ben, le mieux, c'est d'utiliser un modèle prédictif pour voir l'évolution des HCG, qui se base sur le risque de grossesse extra-utérine. Ce qu'on ne veut pas, c'est louper une grossesse extra-utérine, et encore plus, une grossesse extra-utérine qui serait rompue. Donc les Anglais ont fait un gros travail là-dessus pour évaluer quelle serait la meilleure stratégie de prise en charge de ces grossesses de localisation indéterminée. Alors, nous, on ne le fait pas trop, mais leur première étape, ce serait d'utiliser la progestérone. Et si la progestérone est inférieure à 2 millimoles par litre, eh ben, le plus probable, c'est qu'une grossesse qui n'évoluera pas, qu'elle soit intra-utérine ou extra-utérine, on s'en fiche, elle sera non évolutive, et donc ils proposeront de faire des HCG urinaires à 14 jours, puisque le plus probable, c'est une grossesse de localisation indéterminée non évolutive. Si la progestérone, par contre, est un petit peu plus élevée, là, on va se baser sur la cinétique des HCG. Et l'interprétation que l'on a de la cinétique des HCG, sachant si ça a doublé ou que ça a augmenté de combien de fois,
n'est pas si optimal, parce qu'en fait, ça va dépendre aussi du taux d'HCG initial. Votre risque de grossesse extra-utérine, il ne va pas être le même si on part d'un taux d'HCG initial à 1000 ou à 50 ou à 2000. Et donc, l'interprétation de cette variation à 48 heures, eh ben, elle n'est pas si simple que ça, et donc on peut s'aider d'algorithmes. Donc, grâce à ces algorithmes-là, on peut définir quelles vont être les patientes à haut risque de GEU, définies arbitrairement, supérieures à 5% ou inférieures à 5%. Et en fait, en faisant ça, on arrive à un petit peu calmer le jeu sur la surveillance. Habituellement, on voit les patientes à 48 heures, écho plus HCG, et parfois, ça peut être très très angoissant. Et il ne faut pas oublier qu'à chaque écho et à chaque examen que l'on fait, ou à chaque résultat biologique, eh ben, on peut créer de la iatrogénie. Donc, il faut se baser sur des choses un petit peu plus formelles pour la prise en charge de ces patientes. Donc, pour les patientes à haut risque de GEU, ben, on va faire la surveillance classique, HCG plus écho toutes les 48 heures. C'est à peu près 40% de ces patientes. Et vous savez, et vous voyez que dans ce groupe-là, eh ben, vous aurez 30% de GEU, évidemment la moitié de 50% de grossesse intra-utérine et puis des grossesses arrêtées. Mais au moins, on a ciblé la population à risque. Et pour celles à qui on dit qu'elles sont à bas risque, là, ça va dépendre aussi de ce que va nous donner l'algorithme, parce que l'avantage, c'est que ce modèle, il nous donne la probabilité de grossesse de localisation indéterminée qui ne va pas évoluer, ou la probabilité d'une grossesse intra-utérine. Et en fonction de savoir si ce risque est plus que l'autre, eh ben, la surveillance va être différente. Donc vous voyez, si on est plus dans le cadre d'une grossesse de localisation indéterminée non évolutive, ben, on fera des bêtas à 14 jours, comme pour celles à qui on a dit que la progestérone était basse. Et vous voyez que dans cette population, évidemment, eh ben, vous avez 94% de ces patientes qui seront des grossesses de localisation arrêtées, taux de GU 0,3%, extrêmement faible. Donc on peut raisonnablement adopter cette stratégie-là. Et pour celles pour lesquelles on pense que le risque de grossesse intra-utérine est plus élevé que de localisation intermédiaire, ben on refait une écho à 7 jours et on voit qu'on a 98% de chances, effectivement, de confirmer ça. Au total, finalement, pour toutes les patientes à qui on a dit qu'elles étaient à bas risque de grossesse extra-utérine, eh ben, on se trompe assez peu. Il va y avoir seulement moins de 5% des patients qui vont être mal classés. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est chez ces patientes à qui on a dit soit on vous revoit dans 14 jours avec un test urinaire de grossesse ou une écho à 7 jours, eh ben, il n'y aura aucune GEU rompue. Donc, c'est en ligne. Vous avez même des applications. Vous allez sur cette adresse-là et vous rentrez les données. Alors, nous, on n'utilise pas la progestérone, mais la validité du modèle est aussi bonne, et les performances aussi bonnes, et ça vous donne ce risque-là. Donc là, vous voyez, on a fait une simulation, on part de 57, on arrive à 149, le risque de grossesse extra-utérine est 5%. Donc on a, grâce à ces outils-là, un peu mieux défini le risque sur la localisation, savoir s'il y a un risque de grossesse extra-utérine ou de localisation indéterminée. Qu'en est-il de la viabilité maintenant? Alors, ça c'est un papier assez important qui date de 2011 dans le New England Journal, qui a essayé de faire une revue de la littérature narrative sur tout ce qu'on connaissait pour les critères de non-viabilité d'une grossesse. En gros, peut-on dire, à partir de quoi on peut dire qu'une patiente a une fausse couche. C'est les conclusions de cette revue, qui est finalement une revue systématique, et basée sur pas mal d'études rétrospectives et de faibles volumes, ont été reprises par les RPC du collège en 2013 sur les pertes de grossesse. Et donc, on va dire que lorsqu'on a un sac avec embryon sans activité cardiaque qui fait plus de 7 mm, on peut dire que c'est une grossesse arrêtée, une grossesse intra-utérine arrêtée. Par contre, si ça fait moins de 7 mm, on continuera à parler de grossesse d'évolutivité incertaine. Pour un sac sans embryon, soit il fait plus de 25 mm, c'est une grossesse intra-utérine arrêtée,
soit il fait moins 25 mm, c'est une grossesse d'évolutivité incertaine. Mais, comme je vous l'ai dit, ça se base sur des études rétrospectives et de faible volume. Donc on a essayé de valider ensuite ces critères qui ont été proposés dans ce papier. Et finalement, ces conclusions se confirment. Là, ça a été validé dans une étude prospective multicentrique sur 2800 patientes. Et effectivement, lorsqu'on a un sac qui fait déjà plus de 21 mm, eh ben, sans embryon visible, eh ben, on va pouvoir dire que c'est une grossesse arrêtée. Et on prend en considération avec le seuil de 25 mm la variabilité de mesure d'à peu près 10%. Donc on se laisse quand même une marge de sécurité, et c'est pour ça qu'on a choisi ce seuil de 25 mm. Pour la taille de l'embryon, c'est pareil, c'est validé. Dans cette étude, on voyait que les embryons de plus de 6,2 mm sans activité cardiaque, on pouvait dire que c'était une grossesse arrêtée. On prend pareil une marge de sécurité, d'où le seuil de 7 mm. Alors, est-ce que toutes les conclusions de la RPC du collège de 2013 sur les pertes de grossesse et leur gestion sont encore valables après ces études prospectives pour valider ces critères? Eh bien, lorsque l'embryon fait moins de 7 mm sans activité cardiaque, on attend 7 jours, et s'il n'y a pas d'activité cardiaque, on sait que c'est une grossesse arrêtée. Si on a un sac avec une vésicule vitelline sans embryon visible, on attend 11 jours, on peut dire que c'est une grossesse arrêtée. Ça aussi, ça a été validé prospectivement. Par contre, lorsqu'on a un sac sans vésicule vitelline, donc comme je vous l'ai dit, on est finalement dans une situation où on est dans une grossesse un peu de localisation indéterminée, puisqu'on n'a pas de vésicule vitelline, mais que vous avez un sac, donc c'est une probable grossesse intra-utérine. Donc on pourrait se permettre dans cette situation, surtout si le sac est petit, de faire des HCG à 48 heures et déjà être tranquille sur l'évolution. Si on demande à la patiente de refaire une écho à 7 jours et qu'il n'y a toujours pas de vésicule vitelline ou d'embryon, et ben en fait vous voyez que avec ces nouvelles études, le fait de dire que ce soit une grossesse intra-utérine arrêtée, et ben on peut se planter. On peut se planter puisque la spécificité, c'est-à-dire finalement le risque de faux positif, lorsqu'on fait l'inverse, la spécificité, elle n'est pas de 100%. Et c'est pareil si vous dites à cette patiente qu'on fait une écho à 14 jours et que finalement, à 14 jours, on ne voit pas d'embryon avec activité cardiaque, on n'est pas non plus à 100%. Alors, on a parlé de seuil, de sac de grossesse. Comment on mesure un sac de grossesse? Évidemment, c'est fondamental, puisque vous voyez qu'à 24 mm, on ne va pas parler de la même chose que si ça fait 26 mm. Donc, c'est une mesure qui doit être faite dans les 3 plans. Et donc, c'est la moyenne de cette mesure dans les 3 plans. Alors, l'idéal, c'est de faire un 3D. Hein, voilà. Au moins, on a 3 plans orthogonaux, c'est facile. On peut tourner la sonde par voie vaginale et vous pouvez faire une moyenne correcte. Et l'autre message, c'est si on veut être sûr de voir une vésicule vitelline ou un embryon, eh bien, il faut se donner les moyens. Et donc le meilleur moyen, c'est d'utiliser la voie vaginale à haute fréquence. Alors parfois, ce n'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Je pense aux patientes avec des utérus fibromateux. Parfois, on voit mieux le sac par voie abdominale. Donc c'est aussi important d'avoir ça en tête et d'essayer de combiner les 2 voies. Mais vous voyez qu'on a parfois des situations qui sont très compliquées. Ça, c'est la même patiente. J'ai fait l'écho par voie abdominale, je mesure le sac. Si je regarde juste cette image, j'ai l'impression que c'est un sac vide. On fait la voie vaginale, vous voyez que là, la vésicule vitelline est extrêmement excentrée, elle est toute petite et donc pas facile à voir. Et puis finalement, si on balaye l'ensemble du sac, eh ben, on peut repérer une petite image, possiblement un embryon, et puis là, ce qui nous aide, c'est le fait de voir un battement cardiaque. Donc il faut se donner les moyens pour savoir visualiser la vésicule vitelline et l'embryon. On rappelle les critères pour dire qu'il s'agit d'une grossesse arrêtée. Lorsqu'on a un sac qui fait supérieur ou égal à 25 mm sans embryon,
Moyenne des 3 axes, on peut dire que c'est une grossesse arrêtée. Un embryon supérieur ou égal à 7 mm sans activité cardiaque, par voie vaginale, c'est important d'insister là-dessus. Donc l'utilisation du triplan. Alors, je vous ai dit, et ça on va le rappeler, on est dans le cadre d'une grossesse d'évolutivité incertaine. L'embryon fait moins de 7 mm sans activité cardiaque. Qu'est-ce que je fais? Je reconvoque la patiente à 7 jours. S'il y a toujours un embryon qui est sans activité cardiaque, c'est une grossesse arrêtée. Si j'ai un sac avec une vésicule vitelline et je suis sûr que c'est une vésicule vitelline et que je n'ai pas d'embryon, on attend 11 jours, il n'y a pas d'embryon avec activité cardiaque, c'est une grossesse arrêtée. Qu'en est-il lorsqu'on n'a pas de vésicule vitelline ou qu'on a un doute? Et bien là, on peut se baser sur la taille du sac. S'il fait moins de 12 mm, typiquement la situation, je vois un sac intra-utérin, la patiente n'a pas de signe de grossesse extra-utérine, les HCG sont rassurants, mais j'ai mesuré un sac à 4 mm. Il va se falloir se laisser un petit peu de temps, 14 jours c'est le minimum, et s'il y a 14 jours, il n'y a pas d'activité cardiaque et surtout pas de doublement du sac, donc il faut les deux, on peut dire que c'est une grossesse arrêtée. Si à la première consultation, le sac il fait plus de 12 mm, là on peut se permettre d'attendre 7 jours, il n'y a pas d'embryon avec activité cardiaque, on sait que la valeur prédictive positive que ce soit une grossesse arrêtée est de 100%. Alors parfois, on a des facteurs aussi un petit peu péjoratifs. Alors ça c'est pareil, c'est un peu comme le caractère excentré du sac, etc. C'est des petites choses en plus. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on doit se baser pour dire si une patiente a une grossesse arrêtée ou pas. C'est sûr que dès lors qu'on voit une vésicule vitelline qui fait plus de 7 mm, c'est péjoratif. Et là, une étude récente avait montré qu'il y avait 100% de risque de grossesse arrêtée. Mais je ne pense pas, vu la taille de ces études-là, qu'on doit se baser là-dessus pour la gestion des patientes et utiliser les critères que je vous ai dit sur les tailles de sac et taille d'embryon. Là, vous voyez qu'on est dans le cadre d'une grossesse intra-utérine, on le sait, avec une vésicule vitelline qui paraît un peu grosse. Et puis, si vous regardez, il y a un embryon, certes, avec une petite activité cardiaque. Cette patiente, on ne va pas la reconvoquer pour l'échographie du premier trimestre. C'est péjoratif, il faudra la voir un petit peu plus tôt pour pas lui faire perdre trop de temps. Le fait que le sac ou que l'embryon, qu'il y ait on va dire une différence de taille entre l'embryon et le sac soit très petit, ça aussi c'est péjoratif. Si la différence entre la taille du sac et de la LCC est moins de 5 mm, là aussi c'est un critère péjoratif. Un autre signe un peu péjoratif que vous rencontrez peut-être de temps en temps, c'est que vous avez l'impression qu'il y a une double bulle. Vous dites, ah mince, est-ce que c'est une grossesse gémellaire? Je ne sais pas interpréter cette image. En fait, c'est l'amnios. Donc on a la vésicule vitelline, tout ça c'est le sac gestationnel, et ça c'est l'amnios. Ici on ne voit pas d'embryon. Là on voit un petit embryon. Là aussi on voit un embryon avec l'amnios autour. Tout ça c'est dans un contexte sans activité cardiaque évidemment. Eh bien, c'est pareil, le risque que ce soit une grossesse non évolutive est assez important. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un sac sans vésicule vitelline est une grossesse de localisation indéterminée, certes, parce qu'on n'a pas de vésicule vitelline, mais c'est avant tout une probable grossesse intra-utérine. Qu'il faut utiliser des algorithmes performants et validés de la cinétique des HCG pour le suivi de ces grossesses de localisation indéterminée, basées sur le risque de grossesse extra-utérine, et que la viabilité ne s'évalue que sur des critères échographiques qu'on a pu voir ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup Thierry.